Ok, ben écoutez, il est 15 heures. Bonjour à tous, pile à l'heure. Merci d'être là de nouveau pour ce septième webinaire organisé par EHEA. Donc pour ceux qui nous connaissent déjà, je m'excuse par avance pour le laïus, mais le cabinet EHEA est un cabinet de gestion de crise que j'ai créé et que je dirige. Nous accompagnons les entreprises en temps de paix, donc hors crise, pour travailler sur leur organisation de gestion de crise, pour écrire leur processus de gestion de crise, former leurs cellules de crise. Une fois que tous les processus et l'organisation est en place, nous allons former et entraîner les membres des cellules de crise aux grandes méthodes de gestion de crise. Et puis, nous intervenons également, bien sûr, à chaud, en cas de, quelle que soit la crise. On a beaucoup intervenu, évidemment, pendant le Covid et encore maintenant, que ce soit une crise de l'ordre d'une corruption, d'un accident industriel, d'une affaire de chantage, d'une cyberattaque. Il y a beaucoup de cyberattaques également en ce moment. Mais également, nous intervenons, et c'est le sujet du jour, dans le cadre d'un redressement d'entreprise et d'un éventuel également plan social d'une entreprise. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de ce webinaire consacré aux entreprises en difficulté. Je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons travaillé et regardé quels pouvaient être les signaux faibles. Nous nous sommes dit qu'il fallait absolument prendre les choses le plus tôt possible, bien entendu, ne surtout pas être dans le déni de ce qui arrive. Et Stéphane et Anne nous avaient déjà alertés sur un certain nombre de KPIs, d'éléments financiers à regarder et d'éventuels signaux faibles. Alors, je vais, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, vous représenter de nouveau Anne et Stéphane. Donc, Anne Jacqueline-Carry est experte en finance et en business intelligence et Stéphane Bouffier est spécialiste du restructuring et du management de crise. Hein, on parle bien entendu de crise financière. Donc, ce que je vais peut-être faire, contrairement à la dernière fois, il me paraît plus opportun de laisser à Anne d'abord s'exprimer pour qu'elle nous explique un petit peu le parcours, hein, que vous fassiez un peu mieux connaissance. Et puis ensuite, on passera la parole à Stéphane. Alors Anne, écoute, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, en effet, j'ai constitué la société Jocari en 2007 alors que je sortais du groupe Vivarte où j'étais directrice financière de différentes filiales et notamment de filiales en difficulté où j'ai accompagné des crises en Europe centrale et dans d'autres filiales du groupe pendant 6 ans. Et auparavant, j'étais dans des sociétés suisses de services, donc rien à voir en termes de secteur. Pas forcément dans les périodes de crise uniquement, mais où j'ai surtout, dans toutes ces situations, mis en place des outils de reporting et donc de BI pour coordonner l'ensemble des informations financières et qu'elles soient fiables du début de la chaîne à la fin. Merci beaucoup. Très clair, très, très concret en fait. Hein, la de Anne est vraiment ce qu'on appelle en anglais hands-on. Donc voilà, she makes it happen. Stéphane? Bonjour. Pour ce qui me concerne, j'ai créé dans les années 84 le premier centre d'appel téléphonique qui existait en Europe. Et pour faire l'histoire très courte, 17 ans plus tard, on était 4200 personnes dans 23 pays, ça faisait 750 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et les 7 dernières années de ce parcours un peu fou, j'ai passé ma vie à régler des situations de crise dans le groupe. On a failli se casser la figure un nombre de fois incroyable, dans une croissance folle, mais dangereuse. Et voilà, ça a été une première partie de ma vie. Quand je suis rentré en France, j'ai créé un fonds d'investissement spécialisé dans le restructuring et le retournement, dans une appétence anglo-saxonne, c'est-à-dire sortie par le haut. Voilà, et donc deuxième expérience en matière de gestion de crise, des situations particulières pour les entreprises. Et puis aujourd'hui, j'accompagne des entreprises et j'accompagne des fonds d'investissement dans la gestion de situations particulières, situations spéciales, notamment des situations de crise, mais pas que. Voilà, et je suis coach auprès d'un certain nombre d'entrepreneurs qui connaissent des difficultés dans la gestion des situations de crise. Voilà. Et donc, la notion de gestion de crise est une notion qui m'est assez familière, si je puis dire. Oui, ce qui est très intéressant, Stéphane, avec toi, c'est que tu as vu vraiment les choses de plusieurs facettes, enfin de plusieurs angles, en fait, hein, différents, depuis
le chef d'entreprise qui a des difficultés, le fonds d'investissement qui effectivement doit gérer les entreprises qui sont dans le fond, et le, je sais pas, on n'appelle pas ça manager de transition, mais enfin le pompier qui vient Oui, aider. oui. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, tout à fait ça. L'entreprise, voilà, qui a des difficultés. Exactement. Merci beaucoup. Donc, ça va être un partage très intéressant. Donc, un petit rappel, ça va se passer de nouveau en 3 parties. On aime bien quand c'est en 3 parties. Donc, la première partie, on va rappeler pour les gens qui n'étaient pas là un petit peu les mesures d'urgence, les signaux faibles et les premières mesures d'urgence, même avant même de parler du plan de redressement. Ensuite, comme promis la dernière fois, on va faire toute une partie sur le focus de la phase 1 du plan de redressement, hein, donc le BE. Et troisième partie, on abordera évidemment pas dans le détail, mais quand même les grandes procédures de prévention qui existent, la médiation du crédit, le mandat ad hoc, la conciliation, le plan de sauvegarde, qui sont tous des mesures et des procédures, j'ai envie de dire, dont il ne faut pas avoir peur et qu'il faut certainement mettre en œuvre le plus tôt possible pour conserver sa crédibilité et la confiance des parties prenantes. Et ça marche. C'est pas, il faut ni en avoir honte, ni penser que c'est la fin du monde. Au contraire, c'est là justement pour ne pas aller en redressement, pour ne surtout pas aller éviter les PSE, etc. Hein, donc, on va reprendre les grandes, voilà, les grandes lignes de ces procédures de prévention. Et comme d'habitude, je vous invite, donc, on va essayer de tenir notre tempo un peu mieux que la dernière fois. Et je vous invite à poser toutes vos questions dans les petites bulles en bas, questions-réponses, Q&A. Il y a déjà une question. D'ailleurs, je vais peut-être Stéphane et Anne, pendant que je parle, à lire cette question, puisque on essaiera d'y répondre tout à l'heure. Alors, on va repartager l'écran, puisqu'on a quelques slides. Peut-être vous faire un petit rappel sur les signaux faibles dont on a parlé la dernière fois. Donc, est-ce que ça peut être un signe faible? Qu'est-ce qui vous arrive? Bon, j'imagine qu'en ce moment, vous êtes comme tout le monde, comme moi d'ailleurs. Vous avez pris toutes les précautions qui allaient bien pendant la crise du Covid. Vous avez mis les gens au chômage partiel, fait vos déclarations, fait vos reports de charges patronales. J'espère. Vous avez peut-être tenté et réussi de prendre un prêt garanti par l'État. Vous avez été extrêmement prudent, vous avez fait toutes les dépenses et vous êtes en train de vous dire, pourvu que le business reparte, sauf que dans un mois, c'est été et que tout ça, c'est pas gagné quand même. Donc, quels sont vraiment les signaux faibles aujourd'hui à regarder, hors report de dette, évidemment, grâce aux mesures de l'État, et hors prêt qu'on vient d'avoir. Il en est où votre cash? Parce que finalement, c'est quand même ça la base, et en particulier le cash flow, hein, le cash qui bouge. Donc, on en est où? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça ne bouge pas? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on peut tenir combien de temps, etc. Une autre indication qui est un signal faible important, et il faut essayer de ne pas en avoir, c'est les inscriptions de privilèges. Donc là, faire bien attention à éviter ça et donc fine-tuner entre vos différentes facturations, vos différents fournisseurs et faire en sorte que éviter l'inscription de privilèges. Vos non-conformités également. Le turnover peut aussi être un signal faible. Si vous commencez à perdre vos meilleurs éléments ou vous perdez les personnes les plus critiques, eh bien, ce n'est pas très, très bon signe. Le changement de mandataires sociaux également. Et puis, regardez autour de vous votre écosystème, hein, les clients ou les fournisseurs qui sont éventuellement en difficulté également. Donc voilà. Donc, on va maintenant revenir et rentrer dans le détail de ce plan de redressement. Donc, c'est un plan, donc c'est une méthode extrêmement précise sur laquelle il faut, si on veut, un des facteurs clés de réussite de ce redressement, c'est aussi la discipline de suivre une méthode établie. Donc, ces 3 phases. Ces 3 phases correspondent en général à 3 exercices de la société. Et pourquoi on va se concentrer aujourd'hui sur la phase 1? C'est parce que finalement, la phase 1, elle est toujours pareille.
que ce soit un métier ou un autre, voilà, les grandes lignes sont les mêmes et il faut enfin voilà, il faut vraiment se caler, se coller à la méthode pour y arriver. Et puis évidemment, si la phase 1 ne réussit pas, donc si on ne réussit pas à ressortir du cash, à être de nouveau positif, bah, il n'y aura pas de phase 2, il n'y aura pas de phase 3. Et donc, c'est la phase aussi la plus délicate de maintien de la confiance vers vos parties prenantes. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Stéphane, qui va passer beaucoup plus rapidement sur les points vus la dernière fois et faire un focus un plus important sur ceux sur lesquels on ne s'était pas du tout arrêté. Et Anne également va vous parler du plan de trésorerie. Donc, Stéphane, à toi. Merci Emmanuel. Un petit préambule, comme on a beaucoup de choses à dire et que le temps nous est compté, Anne, Emmanuel et moi, on se tiendra à votre disposition après ce webinaire si vous souhaitiez approfondir tel ou tel point ou plusieurs points. Évidemment, parce que vous allez le voir, c'est dense, il faut aller vite et malheureusement, le temps est compté. C'est le propre d'un webinaire. Donc la phase 1, on l'a très légèrement évoqué la semaine dernière, c'est effectivement, Emmanuel le disait, la phase la plus critique. S'il n'y a pas de phase, l'objectif de la phase 1, et ça c'est une chose très très importante à retenir, c'est réellement de régénérer un cash flow positif à l'exploitation de l'entreprise, parce que s'il n'y a pas de cash flow positif, il n'y aura pas de phase 2, puisque la phase 2 c'est la relance, et si je n'ai pas un minimum de moyens pour pouvoir investir, il n'y a pas de relance. Donc voilà, autres points, effectivement, la phase 1, elle est relativement dans sa méthode, elle est relativement générique à toutes les entreprises, alors que la phase 2 peut être assez spécifique en fonction de la nature d'activité et de la taille d'entreprise. La phase 1, c'est la phase méthodologique, et effectivement, elle est commune à toutes les tailles d'entreprise, avec évidemment des adaptations en fonction du métier, mais le processus, lui, il reste commun, et ce processus, il intègre différents aspects. La phase 1, c'est pas uniquement des chiffres, c'est aussi des aspects psychologiques, des aspects financiers, donc bien sûr des aspects comptables et des aspects économiques, tout ça concourant à régénérer un cash flow positif. Allez, on y va rapidement. On peut passer au slide d'après. Moi, je peux le faire, non? D'accord. Les aspects psychologiques, je voudrais simplement, on les a évoqués la semaine dernière, je voudrais simplement dire que quand on a une entreprise, quand on est dans une situation de difficulté, c'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai aussi au niveau familial, souvent il y a une perte de confiance, les gens sont un peu déboussolés, doutent d'eux-mêmes, doutent de l'autre, doutent des autres, doutent du management, doutent du projet d'entreprise, parce que souvent le projet d'entreprise, il s'est noyé dans la problématique de l'entreprise. Et donc la première des choses, et c'est vraiment capital, on va le voir à peu près partout, c'est de recréer un corpus, de recréer un projet. Et ce projet, ce n'est pas nécessairement un produit, ce n'est pas nécessairement une conquête de territoire. Dans un premier temps, c'est de recréer un cash flow positif. Et c'est là où il va falloir concentrer l'attention et l'adhésion de tout à chacun dans l'entreprise pour y arriver. Sans quoi, c'est effectivement très très difficile de bien jouer au tennis avec une mauvaise raquette. C'est vrai pour n'importe quelle activité. Deux choses à souligner. Ce faisant, on va recréer la notion d'espoir autour d'un projet commun et il ne faut pas vendre un truc magnifique. Il faut simplement, le projet commun, c'est d'arriver au terme de la phase 1, recréer un EBE positif. Voilà, donc, mais ce simple projet-là est extrêmement puissant parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir collectivement s'en sortir. Et puis deuxièmement, et ça c'est ce que l'entrepreneur doit avoir, le patron d'entreprise ou le COMEX, mais plus particulièrement le patron d'entreprise doit bien avoir en tête à tout moment, c'est que le redressement, c'est la somme de toutes petites améliorations individuelles. Il est très rare que le redressement tienne à un événement comme ça qui va changer la face du monde, ou en tous les cas la situation de l'entreprise. Le redressement, dans le processus qu'évoquait Emmanuel, c'est la somme de petites performances, améliorations individuelles. Et en disant ça, on dit deux choses. On dit d'abord, il faut avoir des objectifs individuels focalisés sur l'amélioration de l'EBE. Et deuxièmement, il faut les monitorer régulièrement dans la communication avec les entreprises, des salariés de l'entreprise. Donc, bien garder en tête que c'est la somme de petites améliorations individuelles dans une focale commune qui est parvenir à l'amélioration de l'EBE. On en arrive, et je vais vite parce que c'est des points qu'on avait déjà évoqués la semaine dernière, on en arrive aux aspects financiers. La semaine dernière, on avait largement évoqué l'immédiat. L'immédiat, c'est sauver le cash. Voilà. Si j'ai du cash, je tiens. Si j'ai pas de cash, je meurs. En substance et en résumé pour aller vite, c'est à peu près ça. Et comment je fais pour sauver du cash à court terme?
trois axes de réflexion ou d'action en tous les cas. La première vis-à-vis des administrations, je parle là de la TVA, des charges sociales et des impôts. Je vous invite à prendre contact avec la commission des chefs de service au sein de la préfecture qui a pour mission, la commission des chefs de service, de regrouper l'ensemble des instances de l'État vis-à-vis de l'entreprise en tant que créancier, donc TVA, charges sociales, impôts. Voilà. Je vous invite à le faire de façon préventive, de façon anticipée, comme ce sera la même chose avec les fournisseurs et les clients qu'on évoquera tout à l'heure. Plus tôt vous irez les voir, plus facile sera le débat avec eux. Et vous allez aller les voir avec votre plan de redressement qu'on évoque aujourd'hui, et notamment la phase 1 que vous aurez détaillée, avec les objectifs qui auront été redéfinis pour atteindre le résultat souhaité dans la phase 1. Vous allez venir les voir avec le plan de trésorerie dont Anne vous parlera tout à l'heure. Ce plan de trésorerie, il met en évidence un certain nombre d'impasses. C'est dans le cadre de ces impasses que vous avez besoin de leur soutien. Et si vous venez armé comme ça, en anticipant la date à laquelle vous êtes court en cash, vous obtiendrez sans beaucoup de problèmes les moratoires qui vous sont nécessaires. Emmanuel évoquait tout à l'heure le risque d'inscription de privilèges. C'est avec eux qu'il y a un risque d'inscription de privilèges. Et généralement, il y a inscription de privilèges quand ils ont un doute. Et ils ont généralement un doute parce que vous venez les voir trop tard au moment de l'échéance. Ah, c'était le 30, il fallait payer. Je prends contact avec eux le 29 et là, je leur mets le couteau sous la gorge. Et c'est dans ces circonstances-là que ça ne se passe pas bien. Ça, c'était pour l'immédiat. Je ne vais pas plus loin là-dessus. Puis vient le court terme. Donc là, on est dans un processus de temps parce que vous avez tellement de choses à faire dans ces phases-là que vous ne pouvez pas tout faire bien en même temps. Donc l'immédiat, on l'a vu. Le court terme, ce sera la semaine prochaine. D'accord. Et là, on va aller rencontrer les banquiers, on en parlera tout à l'heure, on va aller rencontrer l'ensemble des partenaires financeurs, ça peut être les sociétés de crédit, Crédit Buy, ça peut être la société de rating pour de l'export ou du crédit client, pardon. Et on va essayer d'améliorer avec eux nos relations et d'obtenir un peu de flexibilité sur le cash. Un mot pour vous dire simplement que s'agissant de vos banquiers, ils ont des outils. Il existe et ils ont des outils pour vous accompagner dans des phases délicates. Il n'y a aucune entreprise au monde qui n'ait jamais connu de situation difficile. Je pourrais bien en témoigner. Voilà. Et donc, ils savent, ils ont l'habitude de rencontrer des gens qui connaissent des difficultés à un moment de leur histoire. On n'a rien d'extraordinaire à ça. Il faut être assez détendu par rapport à ce problème. Emmanuel l'évoquait tout à l'heure. Pourquoi est-ce que, alors ces outils, par exemple, c'est vous accorder du DAI, ils vous accorderont pas du découvert, sachant que vous êtes en situation de difficulté, mais ils peuvent vous accorder du DAI, ils peuvent mettre en place des lignes d'affacturage pour mobiliser le poste client et recréer du cash dans l'entreprise rapidement. Pourquoi le font-ils parfois? Pourquoi ne le font-ils pas parfois? L'une des raisons importantes, c'est la psychologie et la relation interpersonnelle que vous avez établie avec vos interlocuteurs. Si vous venez les voir une fois de plus au dernier moment en leur disant la semaine prochaine j'ai des échéances ou demain j'ai des échéances et je ne peux pas les faire, ben là, ils ne vous suivront pas. Si en revanche, d'une certaine façon, vous avez créé une relation complice avec eux en partageant votre problème, en leur expliquant, mais surtout en venant avec des éléments crédibles, un plan de trésorerie qui figure les impasses, etc., etc. Ils mettront en œuvre ce qu'il faut pour vous accompagner parce que leur objectif n'est certainement pas de prendre un risque sur les encours et de vous casser les pattes d'une certaine façon. Ça, c'est pour le court terme, mais le court terme sera d'autant plus facile que déjà dans l'immédiat, on aura récupéré du cash par les procédures ou du crédit par les procédures que j'expliquais tout à l'heure. Et puis dans le moyen terme, c'est-à-dire la semaine d'après encore, on va s'intéresser à tout ce qui peut être subvention, tout ce qui peut être aide à l'entreprise, CICE, CIR, subvention de la BPI. Et là, pas de débat, je vous invite, pour faire court, à vous tourner vers des cabinets spécialisés dans le traitement de ces dossiers-là. C'est leur métier, ils sont pour la plupart du temps rémunérés pour une partie significative de leurs honoraires sur du success fee, donc ce n'est pas une charge très importante pour l'entreprise. Et en tous les cas, ils ont une compétence et une capacité d'aller plaider vos dossiers que très honnêtement, vous n'avez pas. Donc, faites appel à de la ressource externe et déchargez-vous de cette partie de la problématique. Voilà, on peut continuer aussi rapidement. Les aspects comptables. Deux choses à vous dire sur les aspects comptables. On est concentré, on est dans l'année 1, on est sur le BE, on est concentré sur le cash flow. D'accord? Et tout le reste, on l'a mis de côté. Et il ne faut pas hésiter dans cette même logique. Il ne faut pas hésiter à la fin de la première année, à la fin de cet exercice de phase 1, de charger le bilan en situation, en provision ou en situation exceptionnelle, parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que
tous ceux qui vous observent, vos banquiers, vos partenaires, votre commissaire aux comptes, etc., qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont regarder le cash. Ils savent que vous êtes en situation difficile, ils vont regarder le cash. Donc, ils vont regarder le BE. Bien sûr, ils vont aussi regarder le résultat, mais juste par curiosité. En fait, ce qu'ils vont analyser, c'est la capacité qu'a l'entreprise maintenant, comparé à ce qu'elle était un an plus tôt ou quelques temps plus tôt, de régénérer du cash. Donc, ils vont se préoccuper de votre situation de cash et de votre capacité à générer du cash. C'est surtout ça. Et puis, en chargeant le bilan, si je puis dire, de cette première année, vous créez une sorte de réserve d'amélioration pour l'année numéro 2, pour l'année suivante, qui, elle, parle d'amélioration substantielle. Donc là, on aura besoin de ces élastiques qu'on aura créés dans l'année précédente. Puis, je voudrais dire un mot de la relation avec le commissaire aux comptes, qui est vachement importante. Votre commissaire aux comptes, c'est un partenaire, mais c'est un partenaire qui a une position un peu ambiguë, pas ambiguë, mais qui a une position un peu spéciale, disons, par rapport à l'entreprise, parce qu'en signant vos comptes, il engage une responsabilité pénale. Le commissaire aux comptes, il engage sa responsabilité pénale à vos côtés. Donc, sachant que vous êtes dans une situation un peu délicate, et puisqu'il a identifié et vous a aidé à identifier le cas échéant les signaux faibles dont parlait Emmanuel tout à l'heure, a priori, il n'est pas dans une situation de complaisance. Donc, plus on sera transparent avec lui, plus il comprendra les problèmes de l'entreprise. Mais n'attendez pas du commissaire aux comptes à ce point de la situation beaucoup de complaisance, parce qu'il engage sa responsabilité professionnelle et pénale. Le commissaire aux comptes, sa problématique, dans un premier temps, ça va être de s'assurer de votre capacité à poursuivre votre exploitation, ce qu'on appelle la continuité d'exploitation. Et signer vos comptes, ça veut dire garantir, ou en tous les cas, penser qu'à ce moment-là, vous êtes en situation de pouvoir continuer l'exploitation. Quelle est l'unité de mesure, l'unité référent du commissaire aux comptes pour s'assurer de la possibilité de continuer l'exploitation? C'est simple, le cash. Votre situation cash net au moment où on fait les comptes et votre capacité à générer du cash flow positif. D'où tout l'intérêt de la phase 1 qu'on a évoquée tout à l'heure, parce que, in fine, l'arbitre de la chose, ce sera la signature des comptes par le commissaire aux comptes et donc la continuité d'exploitation. Autre élément s'agissant du commissaire aux comptes, il dispose d'un outil que vous pouvez parfois penser être une arme d'ailleurs, mais pour lui c'est un outil qui est la notion de procédure d'alerte. Un commissaire aux comptes qui est confronté à une entreprise et qui a des doutes sur la capacité de continuer d'exploitation de l'entreprise, de continuité d'exploitation de l'entreprise, qu'est-ce qu'il va faire pour se couvrir? Ou parce que d'ailleurs sa profession l'y oblige, c'est d'écrire à l'entrepreneur et d'ouvrir ce qu'on appelle une procédure d'alerte. Et en vous écrivant, il va vous dire, cher monsieur, chère madame, j'ai des doutes sur la continuité d'exploitation de l'entreprise pour X et Y raisons. Je vous demande de me fournir les éléments nécessaires à reconsidérer la question. Et là, de deux choses l'une, vous lui fournissez les éléments et la chose s'éteint parce que les éléments étaient structurés, il y avait un plan, il y avait un process, etc. Tout ça était clair et il vous suit d'une certaine façon. Il est rassuré quant à la continuité d'exploitation et les actions qui sont conduites pour y parvenir. Soit vous y répondez mal ou vous y répondez pas. Et là, on va rentrer dans un processus d'escalation, c'est-à-dire qu'il va y avoir un deuxième niveau de procédure d'alerte. Et dans le deuxième niveau de procédure d'alerte, le commissaire aux comptes a l'obligation légale d'en faire part au président du tribunal de commerce d'une part, et si la société est cotée, à l'AMF d'autre part. Et là, pour le coup, ce n'est plus une histoire entre le commissaire aux comptes et vous, chef d'entreprise, s'il y a des parties tierces qui sont parties prenantes, et de ce fait, la situation devient un peu plus complexe. Stéphane, est-ce que je peux t'interrompre une petite seconde pour te demander si cette procédure d'alerte, elle est liée à l'état de cessation des paiements? C'est à ce moment-là qu'elle commence ou c'est plus tard ou c'est pas au même endroit? Non, elle commence avant la cessation des paiements, c'est-à-dire qu'elle commence à partir du moment où le commissaire aux comptes a des doutes sur la continuité d'exploitation. Et pourquoi a-t-il des doutes sur la continuité d'exploitation? Parce que tu évoquais les signaux faibles tout à l'heure, et il est clair que la notion de crise résulte de la survenance simultanée d'un certain nombre de signaux faibles. Si une entreprise, à un moment donné, se retrouve avec un poste client qui est parti en vrille, si elle se retrouve à plus pouvoir honorer ses échéances, si il y a un turnover manifeste, le commissaire aux comptes sera dans la situation où il se dira « mince, il y a un vrai doute sur la continuité d'exploitation et j'ouvre la procédure d'alerte, j'écris à l'entrepreneur et je le mets en demeure de devoir faire ci ou de devoir faire ça et de répondre à telle ou telle question. » Et là, il me répond pas, on rentre dans le processus que j'évoquais juste avant. Donc, c'est théoriquement, si le commissaire aux comptes est bon, il faut espérer qu'il le soit, c'est généralement avant de se trouver en situation de paiement, en situation de cessation des paiements. Ça peut se trouver d'être juste avant, malheureusement. Je propose qu'on passe à la suite. Alors,
Les aspects économiques du plan, phase 1, toujours. Les objectifs, amélioration du cash flow de l'entreprise. Eh ben, on a deux leviers quand on est entrepreneur pour améliorer le cash flow. Et c'est des leviers très simples à énoncer et beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. D'une part, on va chercher à améliorer la marge brute et d'autre part, on va chercher à réduire les charges. Améliorer la marge brute, j'en ai déjà parlé tout à l'heure dans la méthode, du moins. C'est donc au regard des clients et au regard des fournisseurs. Et là, dans les deux cas, il y a une logique de Pareto qui s'applique. Si vous observez votre poste fournisseur et si vous observez votre poste client, vous allez vous rendre compte que dans le cas fournisseur, 80% des produits que vous vendez viennent d'un petit nombre de vos fournisseurs. Et si vous regardez votre poste client, vous allez vous rendre compte qu'une partie substantielle du chiffre d'affaires que vous le réalisez là aussi avec certains clients stratégiques, un petit nombre de clients. Donc 80% du chiffre d'affaires avec 20% des clients, 80% des produits avec 20% des fournisseurs. On va donc parler de clients stratégiques, appelons ça comme ça, et de fournisseurs stratégiques. Et de la même façon que j'expliquais tout à l'heure les démarches vis-à-vis de la commission des chefs de service au niveau de l'administration, je vous invite à faire exactement la même chose vis-à-vis de vos fournisseurs et de vos clients stratégiques, d'aller les rencontrer le plus tôt possible dans votre processus de restructuration, de réorganisation, de mise en œuvre du plan, parce que en allant les rencontrer le plus vite possible, vous établissez une relation intuitée personnée d'entrepreneurs qui se parlent, d'accord, et non pas de fournisseurs et de clients, mais de deux bons hommes qui sont des chefs d'entreprise, qui connaissent à un moment donné des difficultés et qui viennent s'en parler et essayer de trouver ensemble les bonnes pratiques et les bonnes solutions pour s'en sortir. Et c'est dans cet esprit-là qu'il faut faire les choses. Je suis obligé d'aller vite et donc de ne pas rentrer dans le détail de chacun de ces postulats. Je m'en excuse. S'agissant de la réduction des charges d'exploitation, là, je vais être obligé de prendre un peu plus de temps. Ça se divise en deux choses. Il y a ce qu'on appellera les contrats d'exploitation et puis après ça, il y a ce qu'on appellera le contrat social dans l'entreprise. Et dans le cadre du contrat social, évidemment, la masse salariale. Contrat d'exploitation, j'en dis un mot très simple. Dans toutes les entreprises du monde, vous avez ce qu'on appellera les contrats de nécessité et puis les contrats de confort. Les contrats de nécessité, c'est ce qui est absolument nécessaire pour que l'entreprise, le minimum nécessaire pour que l'entreprise fonctionne. Les contrats de confort, c'est tout ce qu'on peut avoir comme élément de confort dans la vie de l'entreprise. Bon, je prends un exemple parmi tout, voilà, je sais pas, des voitures de société dont on se servirait fort peu, d'autant qu'aujourd'hui, on va tous aller à vélo travailler, ce qui est très bien d'ailleurs, et donc on va se retrouver avec des voitures d'entreprise, on ne sait pas quoi en faire. Et ben, ces contrats de confort, il faut, en étant lucide et raisonnable, en faire le tour et essayer d'y mettre un terme. Attention toutefois comment ça s'appelle, aux indemnités de résolution de ces contrats. S'il y en a, il faut négocier de façon à ce qu'elles portent sur l'exercice suivant ou trouver la bonne astuce avec le contractant pour s'en sortir au moindre dommage. Mais en tous les cas, voilà, il faut faire le ménage. L'élément le plus important et le plus sensible d'ailleurs, le plus délicat, c'est le contrat social et la masse salariale. Alors là, on peut se retrouver, une fois qu'on a fait tout ça, et que si tout ça ne suffit pas, alors on en arrivera nécessairement à devoir essayer de réduire la masse salariale. Et là, il y a le cas général et puis des cas particuliers. Je vais essayer d'être rapide là-dessus. Sur le cas général, je vous invite véritablement, avant de vous engager dans un PSE ou dans une procédure de licenciement économique, à deux choses. La première, c'est à définir avec le plus de justesse possible la masse nécessaire dans la réduction de salaire. Pourquoi? Parce que quelle que soit l'action qu'on va conduire, elle va être douloureuse, ça va être délicat, ça va être compliqué, ça fait mal, ces choses-là. Ça fait mal à l'entrepreneur parce que prendre ces décisions-là, c'est les plus dures. Ça fait mal évidemment à ceux qui vont devoir subir la chose. Et donc, il faut le faire une fois, il ne faut pas le faire 36 fois. Et ce qui est terrible et qui casse le corpus social dans l'entreprise, c'est quand vous faites un premier plan et puis que derrière, 6 mois plus tard, vous en faites un second, puis encore 6 mois plus tard, un troisième. Ça, c'est absolument dramatique. Donc, il faut bien analyser le besoin et le dimensionner de façon qu'on ne soit pas contraint 6 mois plus tard de revenir sur ce qu'on a dit, ce qu'on a promis et ce qu'on a fait. Et puis, deuxième point que je vous invite vraiment à considérer, avant d'en arriver à la mise en œuvre d'un PSE ou d'un plan de licenciement économique, on va l'évoquer dans un instant après, c'est d'essayer d'obtenir un accord d'entreprise, ce qu'on appelle un contrat d'entreprise, c'est-à-dire plutôt que de pénaliser certains en les privant d'emploi, de réduire pour une durée limitée dans le temps, 1 an, 2 ans, la masse salariale, c'est-à-dire le salaire de tout à chacun, de tout le monde, pour éviter le licenciement de certains.
Ça, c'est une mesure qu'il faut conduire, qui est extrêmement délicate et qu'il faut conduire avec un vrai discernement. Parce que c'est un contrat social qu'on essaye d'établir, c'est un contrat d'entreprise qu'on essaye d'établir. C'est une mesure qui doit être éminemment équitable, qui doit s'appliquer à tous. Il peut y avoir une franchise, un seuil pour les plus bas salaires. Évidemment, réduire de 20% des gens qui ont déjà des salaires au SMIC, ce n'est pas pareil que de réduire de 20% des salaires cadres en termes de pouvoir d'achat, de situation personnelle qui en résulterait. Ça doit être, et un tel plan doit impérativement être élaboré en partenariat étroit avec les représentants sociaux de l'entreprise, le CSE si c'est une entreprise qui a un CSE, comité social d'entreprise. Voilà. Et il faut essayer de faire ça avant d'en arriver à une logique de plan social. De deux choses l'une, on arrive à un accord, à un contrat d'entreprise sur une baisse des salaires, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Si on arrive à se mettre d'accord, on entérine et on applique, et avec l'autorisation de la directe, qui ne s'y oppose jamais. Je reviendrai sur la directe dans un instant. Et puis, si on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Et bien là, on est obligé de rentrer parce que la situation économique de l'entreprise nous y oblige, on est obligé de rentrer dans un plan de licenciement. De deux choses l'une là, on a affaire à une entreprise qui a moins de 50 salariés, on a affaire à une entreprise qui a plus de 50 salariés. Moins de 50 salariés, ça s'appelle les licenciements économiques et c'est individualisé. Et bon, ça, je ne rentre pas dans le détail de ça, j'imagine que vous savez de quoi on parle, tous. Par contre, plus de 50 salariés et avec le projet de licencier plus de 10 personnes dans un délai de 30 jours, ce qui est généralement le cas, évidemment, on ne va pas en licencier toutes les semaines 2 ou 3. Donc, généralement, on essaye de faire les choses d'un coup, une fois pour toutes. On est dans le cadre d'un PSE, là, typiquement. Alors là, un PSE, c'est un peu complexe. Le droit social français, tout le monde le sait, n'est pas simple. Donc, le PSE, a fortiori, ne l'est pas non plus. Je vous invite véritablement, là encore, à vous faire accompagner de quelqu'un qui maîtrise bien l'organisation d'un PSE. Je voudrais simplement souligner aujourd'hui, mais je me tiens à votre disposition pour rentrer plus dans le détail si ce sujet vous intéressait. Je tiens simplement à souligner que dans le cadre de la mise en œuvre d'un PSE avec la DIRECT, qui est la Direction régionale du travail, de l'emploi, de la consommation, je vous l'ai dit dans le désordre, mais il s'agit bien de toutes ces directions regroupées. Dans le cadre du plan que vous allez proposer, présenter à la directe, et qui ne pourra être mis en œuvre qu'avec l'accord de la directe, après la signature de l'accord de la directe, dans le cadre de ce dossier que vous allez élaborer, le fameux plan de redressement qu'on évoque depuis deux webinaires, il est requis. Ce fameux plan par lequel vous allez redresser l'entreprise, comment vous allez vous y prendre, comment vous allez sortir de l'impasse, est-ce que vous allez pouvoir recréer de l'emploi, etc. Tout ce plan-là, et évidemment les plans financiers qui vont avec, la trésorerie, les comptes de résultats prévisionnels, tout ça, tout ce dossier-là qu'on aura élaboré dans toutes les phases préliminaires, sera de toute manière nécessaire pour ce dossier-là. Voilà. Un dernier mot sur le PSE. En fait, le PSE, ça consiste pour l'entrepreneur à trouver une sorte d'équilibre et un consensus, plus qu'un équilibre d'ailleurs, entre le CSE, le comité social d'entreprise d'un côté, et la directe de l'autre, qui est le juge-arbitre du PSE, clairement. Voilà, je vous remercie pour ça, j'ai essayé d'aller vite. Dire un petit mot sur les PSE, parce qu'on accompagne, juste un petit mot sur les PSE, parce qu'on accompagne très régulièrement, malheureusement, les entreprises dans la préparation des PSE. Il y a une partie amont extrêmement importante qu'il faut absolument pas négliger, c'est toute la préparation des risques possibles autour du PSE, de votre stratégie d'alliés, le maire, le député, la directe, le ministre, toute cette phase amont qui a lieu avant l'annonce, donc qui a lieu dans la plus grande confidentialité, ça c'est fondamental, et qui devrait durer à minima 3 mois, 6 mois, on est plus confortable, et l'organisation de l'annonce, parce que se rater sur l'annonce d'un plan social, c'est une vraie cata. Après, on se récupère pas, en fait. C'est très, très compliqué de restaurer la confiance et les négociations peuvent très mal se passer. Et donc, il est vraiment fondamental de très, très bien préparer cette opération qui est particulière et j'espère que vous n'en avez pas l'habitude et donc de se faire accompagner. Alors, on va passer la main à Anne, si elle veut bien, sur le BE et le plan de trésorerie et donc l'indicateur
de business. Donc Anne, c'est à toi. Vous m'entendez? Oui. Merci Stéphane pour ces explications très denses. Bon, j'espère que comme on a déjà dépassé le temps, on va quand même garder nos interlocuteurs pour les quelques sujets qui suivent. Donc, la semaine dernière, on a parlé de l'importance du chiffre et donc pour aller chercher ce chiffre et l'organiser, on a parlé de la mise en place de la BI et la BI, pourquoi faire, notamment pour créer un outil de management qui soit vraiment pertinent et centralisé. Alors, on a aussi dit la semaine dernière que pour certains, c'est un projet, et j'ai dit d'ailleurs que dans le budget de mise en place de la BI, en partant de zéro, on pouvait considérer qu'il y avait des licences et de la maintenance et de la conception. Mais en réalité, quand il s'agit d'une période de crise, comme on peut vivre, pour certains vont vivre à court terme, le principe que j'ai adopté, c'est justement de ne pas rentrer dans un projet informatique. D'ailleurs, je vous l'ai dit, ce n'est pas une affaire d'informatique. La BI, c'est une affaire d'organisation des données et de la restitution de la bonne information. Et cette bonne information, elle doit coller aux objectifs des responsables. On a vu que le projet devait être construit autour des responsabilités et des nouveaux objectifs de chacun. La mise en place de la BI doit coller à ces objectifs. Et alors, techniquement, ça veut dire quoi? Donc, dans le schéma que vous voyez, vous avez à gauche les SI de l'entreprise. Donc, c'est vraiment le seul moment où on va avoir besoin de l'informatique, c'est-à-dire ouvrir la porte pour pouvoir aller collecter de l'information dans le SI de l'entreprise avec un outil de BI, en l'occurrence que j'ai choisi, de manière à aller très vite. C'est-à-dire qu'on va agir sur toute la chaîne de la collecte de l'information, dès lors que les SI nous auront ouvert la porte. Et on va, dans la partie business analyst, consiste à conceptualiser le modèle de données en fonction des restitutions finales, c'est-à-dire en fonction de la manière dont on va vouloir analyser les performances de chacune des équipes. Donc ça, cette partie business analyst et DAF, c'est effectivement la prestation que nous faisons pour aller vite et pour ne pas avoir à se poser la question, faut-il ou pas faire ce projet? De toute façon, pour moi, c'est même pas un choix. Quand on intervient, c'est une systématique et ça fait partie des outils que j'inclus dans la prestation. Tout ça, c'est aussi pour rendre rapidement autonomes les équipes. Donc, vous voyez en bas à droite, commercial, supply chain, DG, actionnaire. Pointillé vers les actionnaires parce qu'on n'a pas toujours directement la transparence totale et immédiate avec eux. L'idée, c'est immédiatement autour de cette équipe de data, d'organiser les données, de les collecter, de les harmoniser et de les restituer pour que chacun devienne rapidement autonome et puisse mesurer ses objectifs et soit capable de produire ses reportings avec les moyens qu'on leur met à disposition. Donc, en période de crise, la question, c'est structurant, ce n'est pas une question de confort, il faut le faire rapidement, il faut le faire avec des moyens qu'on connaît immédiatement et pas aller se lancer dans un projet informatique qui peut prendre des années, mais surtout, ce qu'il faut, c'est connaître la conception des données. Et c'est ça vraiment l'essentiel de la BI, c'est nettoyer les données. Et on va en reparler dans le slide suivant, qui consiste à savoir quelles sont les données de la trésorerie. Sur la trésorerie, comme tout le monde sait, il y a trois grandes familles d'informations qui nous intéressent. C'est le réel ou le quasi-réel. C'est le prévisionnel. Donc, Julien, un petit clic supplémentaire serait le bienvenu. Voilà. Donc, le quasi-réel, l'engagé et le prévisionnel. Donc, on voit que c'est trois grandes familles d'informations. Et donc, là, ce que je veux mettre en avant, c'est la variété des sources d'informations. Et donc, deuxième étape, mettre en avant les premières actions que vous pouvez mener dès aujourd'hui pour vous assurer que ces sources soient utilisables. Donc, la semaine dernière, on a parlé de la qualité du chiffre et je vous ai rappelé aussi que ce n'est pas parce que vos comptes sont certifiés et que votre compta semble être juste validé par votre expert comptable et votre commissaire aux comptes, les cas échéants, que votre compte client est utilisable de manière hebdomadaire pour prévoir la trésorerie. Loin s'en faut, malheureusement, comme je vous disais,
on retrouve malheureusement des comptes clients et fournisseurs qui sont rarement dans un état dans lequel on peut le prendre directement pour faire un prévisionnel de trésorerie. Donc, pour autant, ce n'est que la partie verte. Alors, je vous laisse imaginer pour le reste. Voilà. Donc, la partie grise. Voilà. Donc, si vous prenez la partie verte, c'est ce qui est déjà passé. Donc, ça, effectivement, c'est relativement facile à trouver. Et encore, il faut déjà que ce soit bien organisé. Et on est dans un système comptable. Dans le quasi réel, on va être à cheval. Dans le système comptable, parfois, on va avoir du factor. Mais surtout, on a déjà un travail à faire. Donc, dans le préalable, assurez-vous dès aujourd'hui que votre compta client, votre compta fournisseur soit propre, correctement organisé pour qu'on puisse rapidement avoir des informations sur le prévisionnel de trésorerie. Et franchement, je vous le répète, 9 fois sur 10, quand on rentre dans une entreprise particulièrement en difficulté, le poste client est d'abord important, il n'est pas toujours à jour, enfin, rarement à jour, et le poste fournisseur, la même chose. Sur l'engagé, on voit déjà qu'on n'est plus du tout dans la compta, on est uniquement dans des outils de gestion commerciale, voire de production, voire des mails et des documents annexes. Donc, on voit bien que la difficulté de trouver l'information qui soit cohérente et qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette entre le réel, l'engagé et le prévisionnel, c'est un exercice qui n'est pas évident. Donc, on va aller chercher dans la gestion commerciale le portefeuille des commandes clients et des commandes fournisseurs, par exemple. Donc, on ne va pas se contenter d'avoir des sources d'informations qui sont éparpillées à droite à gauche. On va essayer d'aller chercher l'information qui vit dans le système d'information, puisque, je rappelle, faire un plan de trésorerie, ce n'est pas juste faire un état des lieux à un moment donné. Ça change tous les jours. Donc, si on veut avoir quelque chose qui va vivre d'une semaine à l'autre, il faut qu'on aille chercher de l'information dans les systèmes d'information. Et évidemment, dans ce cas-là, il faut que les systèmes d'information soient à jour en permanence. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on peut faire là immédiatement pour commencer à améliorer les choses de manière à ce que si demain on devait intervenir, qu'est-ce que vous pouvez faire tout de suite pour que ça s'améliore? Eh bien, c'est s'assurer que toutes les commandes dans votre ERP aient des dates de livraison prévues, des conditions de règlement client-fournisseur qui soient à jour, que les commandes qui ne sont pas livrées soient reportées à d'autres dates, que éventuellement les anciennes commandes qui ne sont jamais livrées soient suspendues. Enfin, il y a tout le temps un travail à faire toutes les semaines pour s'assurer que les commandes en cours, clients comme fournisseurs, soient mises à jour. Et donc, c'est pour ça que la Trésor, c'est un vrai bon outil de management, parce qu'en ayant ces reportings d'alerte qui permettent aux dirigeants d'entreprise ou aux responsables de service de s'assurer en permanence que ces commandes, ces clients fournisseurs soient à jour, que les dates soient respectées et qu'on ait une cohérence entre la production et les engagements pris vis-à-vis des clients, c'est un vrai outil de management sur ce qui est l'engagé. Et sur le prévisionnel, alors là, les sources sont encore plus nombreuses potentiellement. On a de l'information potentiellement dans une GESCO avec des devis. Même histoire, les devis, ça veut dire que toutes les semaines, il faut aller vérifier qu'on ait les devis qui sont potentiellement transformables, soit à jour, avec des données, des bonnes dates, avec des bonnes informations sur les clients, etc. On peut avoir éventuellement des informations dans une CRM ou dans un budget. Donc là, évidemment, vous imaginez bien que la synchronisation entre ce qui est encore dans le budget et ce qui est déjà fait, ça veut dire que ça demande aussi de faire des mises à jour régulières. On peut avoir des informations qui vont venir de la prod pour les approvisionnements. Donc, comment on va faire, par exemple, pour s'assurer que le prévisionnel d'achat corresponde à ce qu'on a mis en vente. Donc, en fonction des secteurs d'activité, en fonction des entreprises, si c'est de l'industrie, si c'est du retail, on va ajuster le modèle d'approvisionnement, d'estimation des approvisionnements nécessaires pour piloter la trésorerie, bien entendu. Donc ça, c'est les éléments qui constituent l'exploitation. Il ne faut pas oublier aussi tous les éléments que je n'ai pas cités ici, mais qui sont entre guillemets, hors exploitation. Donc tout ce qui est CAPEX, investissement et surtout emprunt, remboursement d'emprunt. J'insiste particulièrement sur ce point parce que pour ceux qui ont obtenu un PGE, un plan garanti par l'État, eh bien c'est un emprunt supplémentaire. Vous allez devoir le rembourser l'année prochaine. Ça va être, je pense, une grande situation, une deuxième vague de situations difficiles, le remboursement
dans 12 mois de cet emprunt, qui est évidemment potentiellement amortissable en 2, 3, 5 ans. Néanmoins, la deuxième vague de la crise sera certainement aussi, enfin, le remboursement de cet emprunt sera aussi potentiellement un moment où un grand nombre d'entreprises vont se trouver dans une situation qui auront peut-être mal anticipée et qu'il faudra gérer et qui sera à nouveau une deuxième vague pour moi de la crise. Oui. Voilà. Donc, juste pour finir, voilà, la gestion de trésorerie, le fait de faire vivre cette trésorerie avec des informations, ça nécessite aussi d'avoir tout ce panel de management au quotidien de l'entreprise pour que tout ça soit cohérent d'un service à l'autre et que chacun n'ait pas son petit chiffre dans son coin qui n'est pas le même que celui de son voisin. Voilà. Oui, absolument. Merci beaucoup, Anne. C'est effectivement assez fondamental. Bon, même si on espère que ça va bien se passer, c'est certain que certaines entreprises se retrouveront en difficulté. Et ce qui me fait ma transition vers la dernière partie, alors là, on va vraiment essayer d'aller vite. Donc, les procédures préventives, à quel moment est-ce que je vais convoquer la médiation du crédit? Pourquoi un mandat ad hoc plutôt qu'autre chose? Quels sont les grands principes du plan de sauvegarde? Donc évidemment dans les grandes lignes, mais le message principal par rapport à ces procédures préventives, c'est véritablement de ne pas en avoir peur, et bien conduites, elles peuvent véritablement sauver l'entreprise. Donc je redonne la parole à Stéphane sur ce sujet. Je suis parfaitement d'accord sur l'idée qu'il faut pas avoir peur du tout. Voilà, toutes les entreprises du monde ont connu à un moment donné des procédures collectives, et ces procédures, elles sont là pour aider les entreprises, pas pour leur nuire, hein, et pour aider les entrepreneurs, pas pour leur porter préjudice. D'ailleurs, en fait, l'une des règles de base, c'est que plus tôt on anticipe les problèmes de l'entreprise, moins la responsabilité du mandataire social peut être impliqué par les tribunaux de commerce. En revanche, si vous arrivez au tribunal de commerce avec une boîte qui est en cessation des paiements et que vous avez planté tous vos fournisseurs, l'administration, etc., le cas échéant, en tant que mandataire social, votre responsabilité pourrait être engagée. Mais si vous êtes venu dans l'anticipation des risques, alors que vous n'étiez pas encore en cessation de paiement, mais que vous voyez bien qu'il va y avoir un problème, voilà, et ce faisant que vous avez préservé les intérêts de vos fournisseurs et préservé les intérêts de l'État dans ces créances recouvrables, votre responsabilité de mandataire social ne pourra pas être mise en cause. Donc oui, il faut vraiment anticiper la chose, et simplement dans la circonstance que nous connaissons aujourd'hui, tout particulièrement parce que mars et avril, les entreprises ont été mises sous cloche, et Emmanuel le disait tout à l'heure, on n'a pas payé les charges sociales, on a différé sur les charges sociales, les salaires ont été mis de côté, ont été protégés aussi par le chômage partiel, il y a eu tout un report de créances, c'est parfait. Donc les entreprises, à la limite aujourd'hui, elles ont peut-être plus de cash qu'elles n'en avaient avant la crise, sans être caricaturales, mais en tous les cas, elles ne se portent pas plus mal qu'avant la crise. Mais à partir de juin, on va retrouver le bain normal des choses. Et on voit bien qu'en juillet et en août, il va y avoir le ralentissement d'activité habituelle dans l'Europe latine. Et donc, ça veut dire qu'on va se retrouver en septembre, là, dans une vraie circonstance de crise. C'est ça qu'il faut anticiper. Et donc, il faut, si nécessaire, engager les démarches de prévention. Ça s'appelle les procédures préventives, dès qu'on voit les signaux d'alerte s'allumer. Et rapidement, les procédures préventives, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de chacune, et il y en existe 4. Elles vous sont présentées là de façon croissante dans leur ordre d'importance: la médiation du crédit, le mandat ad hoc, la conciliation et la sauvegarde. Quelques mots rapides, je ne sais pas si ça marche. On peut passer au slide d'après, Emmanuel? Quelques mots rapides. Là, c'est un abécédaire. Je pense que Emmanuel vous fera parvenir le slideshow, donc vous aurez le détail, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail de tout. Ce que je veux simplement dire, c'est que la médiation du crédit, elle a un objet très particulier. La médiation du crédit dépend du ministère des Finances. Elle a vocation à être votre intermédiaire vis-à-vis de vos banques et vis-à-vis de l'ensemble des établissements de crédit et de rating, de notation. Si d'aventure vous étiez en situation difficile dans la mise en place d'un PEG, par exemple, dans la suspension de lignes de découvert que vous auriez, la dénonciation de ceci ou de cela, un rating qui serait
soudainement baisser de façon substantielle et qui vous porterait préjudice, la médiation du crédit a vocation à intervenir à votre demande. Et vous pouvez très bien en faire la saisine directement sur le site de la médiation du crédit. C'est elle qui intervient, vous lui exposez votre problème, elle intervient auprès de l'autre partie pour essayer de trouver le meilleur compromis possible, évidemment. Elle est a priori, elle vous est favorable a priori, voilà, sauf à ce que la contrepartie puisse apporter des éléments qui sont vraiment déterminants. Voilà, c'est complètement gratuit et la médiation du crédit intervient dans un délai maximum de 10 jours, c'est-à-dire qu'entre le moment de la saisine et le moment où vous avez le retour de la médiation du crédit, il ne se passe pas plus de 10 jours, souvent moins que ça d'ailleurs. Le mandat ad hoc. Le mandat ad hoc, c'est une procédure, là on est au tribunal de commerce, la médiation du crédit, on n'était pas au tribunal de commerce. Le mandat ad hoc, c'est la procédure d'entrée, si je puis dire, au tribunal de commerce. C'est donc une saisine que vous allez adresser au président du tribunal de commerce, qui souvent d'ailleurs se trouve être le président de la cellule prévention des risques au sein du tribunal de commerce, voilà, parce que vous avez un problème. Et là, on va parler plutôt de choses spécifiques. On n'est pas dans le cadre d'un cas général, qui va être plutôt le cas de la conciliation que le mandat ad hoc. Vous ne pouvez engager un mandat ad hoc qu'à deux conditions. La première, c'est sur un thème spécifique. J'ai un problème avec un actionnaire, j'ai un problème avec un fournisseur, j'ai un problème avec un banquier, j'ai un problème avec… Voilà, il faut que le territoire d'intervention du mandataire soit serré d'une certaine façon. Il ne peut pas devenir le gérant de l'entreprise. Et d'autre part, il faut que vous soyez ante cessation des paiements. Donc, vous ne pouvez pas être en situation de cessation des paiements pour ouvrir un mandat ad hoc. Le coût d'un mandat ad hoc est très faible. Les honoraires entre le mandataire et vous, vous allez les déterminer d'un commun accord. Très souvent, le mandataire ad hoc, c'est un administrateur judiciaire aussi. Ça peut ne pas être le cas, mais c'est très souvent le cas. Voilà ce que je peux vous en dire très, très rapidement. Et là, on va essayer de régler un objet précis. La conciliation, c'est un peu comme le mandat ad hoc, mais sur des objets plus larges. Voilà, comme il est dit, c'est très fréquemment consécutif à un mandat ad hoc. Et dans le cas où c'est consécutif à un mandat ad hoc, c'est généralement le mandataire ad hoc qui a souhaité qu'on mette en œuvre une conciliation parce qu'entre-temps, l'entreprise était arrivée en cessation des paiements. Ça n'est pas toujours le cas. On peut très bien avoir une conciliation sans être en cessation des paiements, mais c'est le seul cas de figure où il peut y avoir une procédure au tribunal de commerce alors que l'entreprise est en cessation des paiements. Voilà, ça vise de la même façon à régler des contentieux ou des points de blocage avec des créanciers, avec des fournisseurs, avec des actionnaires, avec des banquiers. L'objet peut être plus large que l'objet du mandat ad hoc. Voilà ce que je vous en dirais. De la même façon, oui, une chose qui est importante, c'est que autant le mandat ad hoc, on est complètement confidentiel, de même que la médiation du crédit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune communication externe, autant dans le cadre de la conciliation, dès lors qu'il y a un moratoire, qu'on vise un moratoire avec des parties tierces, on s'expose au risque d'une diffusion de l'information. Voilà, je ne vous en dis pas plus là-dessus parce qu'on n'aurait pas le temps, mais je me tiens une fois de plus à votre disposition pour approfondir. Et le dernier slide porte sur la procédure de sauvegarde, qui est la procédure la plus aboutie, la plus extrême des procédures de prévention mises en œuvre par le tribunal de commerce. Là encore, on ne peut pas être en situation de cessation des paiements, et d'ailleurs, on analysera la situation de cash de l'entreprise sur les 45 jours antérieurs au jour d'ouverture de la procédure de sauvegarde, et le tribunal de commerce peut décider que la société n'est pas éligible à la procédure de sauvegarde parce que dans les 45 jours précédents, elle se serait trouvée en cessation des paiements, ou ils estimeraient qu'elle était en cessation des paiements. Voilà, la procédure de sauvegarde, alors là, pour le coup, ce n'est pas du tout une procédure confidentielle, hein, tout le monde est au courant, puisque je vais directement en bas à droite du tableau que vous avez sous les yeux, qu'est-ce que c'est, quelles sont les conséquences, quel est l'objectif visé dans l'ouverture d'une procédure de sauvegarde? C'est de suspendre les poursuites individuelles. Admettons un fournisseur que vous n'avez pas pu régler et qui a engagé une poursuite contre vous, ces poursuites seraient suspendues. On va geler l'ensemble des créances qui est antérieure à l'ouverture de la procédure, c'est-à-dire tout le poste fournisseur au jour de la procédure, au jour d'ouverture de la procédure, et on va même geler un certain nombre de créances qui vont se créer pendant la période d'observation de la procédure. Car une procédure de sauvegarde, il y a deux périodes. Il y a une période d'observation, ce qu'on appelle la période d'observation, qui a une durée de 6 mois maximum, éventuellement renouvelable, c'est très rare. Et puis après ça, à l'issue de la procédure de sauvegarde, la procédure d'observation, la période d'observation, pardon, ayant pour objet de faire l'inventaire de situation de l'entreprise. Et dans l'inventaire de situation de l'entreprise, évidemment, le plan de redressement de l'entreprise que vous avez élaboré
avant d'en arriver à la procédure de sauvegarde, et qui est l'objet de nos discussions ces 2 mardis consécutifs, sera requis. Donc, vous avez préparé votre plan. L'administrateur qui est nommé pour vous accompagner dans le cadre de la procédure de sauvegarde fera un rapport sur la viabilité de ce plan. D'accord? Et de 2 choses l'une, le plan est réputé viable et donc on rentre dans la procédure elle-même de sauvegarde qui peut aller jusqu'à 10 ans. Je dirai pourquoi dans un instant. Ou alors le tribunal estimera que le plan n'est pas viable et auquel cas l'entreprise pourra rentrer dans une phase de liquidation. Voilà. On va peut-être passer à la conclusion parce qu'il y a quand même beaucoup de questions et on a largement dépassé le temps. Désolé. Mais il y a beaucoup à dire. Mais on perd d'autres obligations. D'accord. Donc, en conclusion, comme vous l'avez compris, avec ces 2 webinaires, il est temps d'agir vite et de ne pas rater le début. Hein. C'est le même principe que de la gestion de crise. Attention au démarrage, à la gestion des choses, au traitement de la situation. Il faut l'affronter et s'en occuper. Et pour s'en occuper, heureusement d'ailleurs, le chef d'entreprise n'est pas forcément la meilleure personne parce que c'est pas sa spécialité, il n'a pas l'habitude, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et donc il faut s'entourer de personnes qui ont l'habitude, qui font ça au mieux. Et donc voilà, vous avez les coordonnées d'Anne et Stéphane sur cette slide. Alors on va tout de suite prendre des questions. Il y en avait dès le démarrage. Je ne sais pas si c'est Anne qui va y répondre. Dès le démarrage. Voilà, alors, oui. Alors, je vais vous lire les questions parce que je ne pense pas que vous puissiez les voir, tout le monde. Donc, il y a une première question de Audrey qui nous dit « Savez-vous si de réelles discussions sont ouvertes concernant la possibilité d'une reprise de l'entreprise par son dirigeant dans le cadre d'un plan de cession, possibilité circonscrite à la période Covid-19 ?» Alors, qui veut cette question? Rapidement, hein, bien sûr, parce qu'il y a 12 questions. J'interprète mal la fin de la question sur la possibilité circonscrite à la période Covid-19. En tout état de cause, ce que je peux simplement dire, c'est que dans le cadre d'un plan de cession, tout le monde peut faire une offre de reprise, voilà, aussi bien les actionnaires existants que, bien évidemment, les dirigeants. Il y avait par le passé une règle qui était que les exploitants de l'entreprise, actionnaires, dirigeants, etc., étaient malvenus à faire une offre de reprise. Cette règle, c'était par le passé. Aujourd'hui, un dirigeant d'entreprise peut très bien, mandataire social, dirigeant, pas nécessairement actionnaire, mais possiblement actionnaire, peut très bien faire une offre de reprise dans le cadre d'une procédure. On ira vérifier s'il y a quelque chose qui est plus spécifique de cette période Covid-19, s'il y a eu un arrêté ou une nouvelle mesure pénico. En tout cas, si vous avez une info, vous pouvez la mettre dans la conversation. On est tout à fait preneur. Alors, deuxième question. Quid d'une conciliation économique combinant la suspension des poursuites individuelles opposables à certains créanciers, réforme utile ou accessoire au regard des mesures françaises de prévention des difficultés? Quid d'une conciliation économique combinant la suspension des poursuites individuelles opposables à certains créanciers, réforme utile ou accessoire au regard des mesures françaises de la prévention des difficultés. Là, je vois que j'ai affaire à quelqu'un qui est assez au fait des procédures dans l'univers anglo-saxon. Dans le droit français, les créanciers de l'entreprise n'ont pas un droit direct et particulier sur l'actif de l'entreprise. C'est le jugement du tribunal de commerce, et ce par différence avec le droit anglo-saxon, c'est le jugement du tribunal de commerce qui déterminera qui a le droit à quoi. Voilà, donc la conciliation économique, soit on est dans une procédure de conciliation, et l'objet de la conciliation, je le rappelle, à la différence du mandat ad hoc, le conciliateur, il a le pouvoir de contraindre les parties, enfin d'influencer les parties vers la signature d'une convention commerciale, d'un accord. Merci. Alors, j'ai une question qui est peut-être pour Anne. Alors, quelle est la relation entre le triade système d'information comptable ou financière, management des connaissances et intelligence économique? Alors oui, c'est très vaste et je répondrai peut-être
en 3 volets encore une fois. Système d'information comptable et ou financière, j'espère que vous entendez par financière plus la gestion commerciale de l'entreprise, parce que clairement, quand je parle de système d'information, je ne me limite pas du tout aux informations comptables qui justement sont très agrégées et ne comportent pas des informations suffisamment détaillées pour avoir l'intelligence économique de l'entreprise. Alors, quand on parle d'intelligence économique, c'est quelque chose des mots qui sont souvent évoqués aujourd'hui. Alors, c'est très vague puisque l'intelligence économique, on entend souvent des choses qui sont la connaissance du marché plus que de l'entreprise finalement. Donc, nous, aujourd'hui, quand on parle de BI, on parle d'abord de connaître les informations de l'entreprise. Pour autant, intelligence économique, big data, évidemment, suivant les structures dans lesquelles vous êtes ou même suivant le vocabulaire que vous utilisez, il y a beaucoup de confusion dans ces différents domaines. Donc, quand on parle aujourd'hui de répondre à une situation de crise, déjà, essayons de connaître très précisément les informations de l'entreprise elle-même. Si en plus, on a la possibilité d'aller taper dans des informations qui sont des informations de marché, évidemment, on peut le faire, bien entendu. Quand on parle de big data, c'est aller chercher aussi des informations qui sont à l'extérieur. Mais soyons prudents avec le terme de big data, parce que j'entends souvent des gens parler de big data ou d'intelligence économique, parce qu'ils ont réussi à consolider 3 bases avec 300 000 lignes, et ça, c'est absolument rien. Le big data, c'est des choses qui n'ont rien à voir en termes de volume. Voilà. Donc, quand on parle aujourd'hui de BI et de connaissance des données de l'entreprise, tant mieux si on peut y rajouter des connaissances marché, mais déjà, faisons en sorte de connaître des données propres à l'entreprise et à ses performances. Ensuite, quand on parle de management des connaissances, alors peut-être que vous faites référence aussi à la connaissance transversale qu'il faut pour mettre en place quelque chose de cohérent, parce que en effet, il faut connaître les tenants et les aboutissants de toute nature de transaction de l'entreprise pour savoir comment elle est construite dans les systèmes d'information et comment on va attirer la bonne information que l'on cherche. Est-ce que c'est en compta? La réponse est souvent non. Par exemple, quand on dit je veux une marge client, quand on est dans des services où on a un projet par client à la limite et des consultants affectés à des clients, c'est relativement jouable. Si on est dans le retail, il faut remonter au ticket de caisse. On n'aura évidemment jamais l'information dans une compta. Voilà. Donc suivant ce dont vous parlez, donc en matière de management des connaissances, si on parle de la connaissance transversale de l'entreprise, c'est évidemment important quand on a ce triptyque de systèmes d'information et d'information financière qui doivent être restitués, de connaître la structure de ces informations. Si on parle de management de connaissances de l'ensemble de l'entreprise sur l'application des process, par exemple, j'ai un de mes clients qui a mis en place un outil qui est extrêmement efficace de base de connaissances auxquelles tout le monde se réfère dans l'entreprise et valide ces connaissances pour qu'on s'assure que les différents services de l'entreprise connaissent les process qu'ils doivent appliquer et éviter la déperdition de l'information, justement pour garder la qualité de cette information en interne sur les vraies performances de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est difficile de dire qu'il y a un triade parfait entre les trois, mais voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, à la question en l'occurrence, mais on peut voir ça sous différents angles. Ok, bah merci beaucoup. Merci Anne, merci Stéphane. Il y avait beaucoup de questions, malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes. Ce qu'on vous propose, bien entendu, c'est de vous recevrez un petit mail avec les slides qui ont été présentés et n'hésitez pas à recontacter Stéphane, Anne, ou moi-même si vous avez voilà, plus de questions ou des besoins. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre fidélité. On va réduire le nombre de webinaires qui, depuis le début du confinement, on était extrêmement réguliers. On en a fait un par semaine et j'avoue qu'on a pris beaucoup de plaisir. On a atteint des vues à un moment, je ne sais plus quel webinaire, on avait 650 personnes. Donc, en tout cas, merci beaucoup à tous. On va continuer parce que c'est une formule finalement assez sympa.
On espère renouer avec nos conférences physiques, hein, qui étaient à la Maison du Management, vous vous en souvenez peut-être. C'était quand même pas mal de pouvoir prendre un petit café et un verre de vin rouge de temps en temps. Bon, mais c'est pas pour tout de suite, donc je pense qu'on va passer à au moins une fois par mois. On va essayer de conserver cette formule de webinar. Et je vous souhaite à tous bon courage pour cette période un petit peu compliquée de déconfinement. Et à très bientôt. Et continuez à nous suivre sur LinkedIn et sur Twitter. Et merci beaucoup à Stéphane et Anne pour leur intervention aujourd'hui. Merci à tout le monde et merci à toi, Emmanuel. Merci, Emmanuel. Bonne reprise à tous. Et tous les webinars sont en replay sur la chaîne YouTube de EHEA Consulting. Donc, n'hésitez pas si vous voulez les revoir. À bientôt. À bientôt. Je crois qu'on avait des amis de la Tunisie, du Maroc. C'est très sympa. À bientôt, tout le monde.